Un peu partout au Moyen-Orient, pays par pays, s'abat un chaos total, c'était contre les dictateurs, c'était contre les talibans. C'était pour contrôler le pétrole, c'était pour de nouveaux terroristes, autant de pays à abattre, autant de nouveaux terroristes ont apparu soudainement, autant de mensonges, autant de diversions, cette partie du monde est en train de s'effondrer totalement. À qui profitent réellement ces conflits interminables ? Le Moyen-Orient est une des régions du monde où les tensions et les conflits sont les plus nombreux. Tout a commencé en 1947, quand l'ONU réalise un plan de partage de la Palestine, qui prévoit un État juif et un État arabe de superficies égales. Jérusalem, ville sainte des trois monothéismes, devait avoir un statut international. Mais le 4 mai 1948, lorsque les Anglais se retirent, les Juifs proclament la naissance de l'État d'Israël. Le lendemain, les États arabes voisins attaquent Israël. Ils sont vaincus et Israël occupe 78% du territoire de la Palestine. Le reste est annexé par les États arabes. La guerre des 6 jours, la guerre du Kippour. Et le 2 août 1990, guerre du Golfe. L'Irak est vaincu en février 1991 par une coalition internationale sous l'égide de l'ONU et dirigée par les États-Unis. Montrer ainsi l'internationalisation du conflit et la résonance qu'il a au niveau planétaire. En Afghanistan, suite à l'invasion de 1979, essor de groupes islamistes qui mènent le djihad contre les soviétiques et prennent le pouvoir, taliban, au Proche-Orient, le 11 septembre 2001 est la conséquence pour la région, l'interventionnisme des Occidentaux en Afghanistan et en Irak entraînait la destruction totale de ces pays. Une réaction fréquente d'hostilité devant ce qui est perçu comme une forme d'impérialisme. Les espoirs du printemps arabe. En 2011, le mouvement du printemps arabe a conduit à la chute des dictatures en Tunisie et en Libye, qui ne se trouvent pas au Moyen-Orient. L'Égypte est également marquée par le mouvement, et le président Hosni Moubarak est chassé du pouvoir. En Syrie, en destruction totale et Bachar el-Assad conserve le pouvoir. Tous ces conflits, ces émeutes, ces guerres, comme les printemps arabes, sont très loin d'être libérales. Pour le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, le printemps arabe est l'œuvre du sionisme et de l'OTAN. Le gouvernement algérien repose sur une coalition tripartite réunissant le RND d'Ahmed Ouyahia, les islamistes du mouvement de la Société pour la paix et les nationalistes du FLN. Depuis le début des révolutions arabes, il accuse l'opposition démocratique, le RCD tout particulièrement, d'être inféodé à des intérêts étrangers. En septembre 2011, le ministre algérien de l'Intérieur avait notamment accusé des parties étrangères, en relation avec l'entité sioniste, de fomenter des troubles dans le pays. En Égypte, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, annonçait sa candidature à la présidentielle prévue au printemps PS 2013, un mois après qu'il ait destitué le président Mohamed Morsi. Al-Sisi devient président de la République depuis 2014. Militaire de carrière, il a suivi une formation en Égypte, au Royaume-Uni puis aux États-Unis. Al-Sisi a des origines juives, il a grandi aux côtés d'Abdel Nasser et de Moshe Dayan. Et ceci n'est pas fini. Ceux qui s'intéressent au Moyen-Orient ont tous été interpellés ou choqués par l'attitude ou le désintérêt de l'Arabie saoudite envers la souffrance du peuple palestinien. Mohammad Saker, qui a été tué par le régime saoudien, pour avoir dévoilé en conclusion que la famille Al-Saoud aurait des origines juives et serait à l'origine de l'invention des Wahhabites, une secte qui sème la terreur dans tout le royaume. En ce qui concerne les groupes terroristes, là encore, la touche sioniste se dévoile. Ces groupes terroristes qui ont surgi au Moyen-Orient, en exemple.
En octobre 2015, le général israélien Yossi Elon Shahak est capturé par l'armée populaire irakienne alors qu'il est retranché en compagnie de membres de Daesh. Lors de son interrogatoire, il a avoué « Il y a une forte coopération entre le Mossad et les hauts commandants militaires de l'EI, les conseillers israéliens aident l'organisation en élaborant des plans stratégiques et militaires, et en les dirigeant dans le champ de bataille. » Puis, Shimon Elliott, de père et mère juif, le fameux calife de l'État islamique d'Irak et de Syrie n'est en réalité qu'une créature de la CIA et du Mossad israélien. Ou encore en août 2017. Les autorités libyennes ont arrêté un dirigeant de l'ISIS, alias Daesh, alias État islamique, qui a avoué être un officier israélien du Mossad. Selon les responsables, cet espion du Mossad, Benjamin Ephraim, se donnait comme nom Abu Hafs chez les terroristes islamistes. Il était un chef d'ISIS et un prédicateur de mosquée. Ephraim a été découvert pour être un ressortissant israélien, travaillant dans l'une des unités spéciales du Mossad qui effectue des opérations d'espionnage dans les pays arabes et islamiques. La force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Qui ont bénéficié des armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ai-je compris cela ? Ce n'est pas une accusation. Ah bon. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. And former Prime Ministers Netanyahu, Perez, and Barak all told Americans that it was urgent that Iraq's alleged weapons of mass destruction program be stopped, and Israeli intelligence agencies fed the U.S. reports supposedly documenting these. The Israeli article I mentioned earlier reported that the goal was far more than just an invasion of Iraq. At a deeper level, the piece said it is a greater goal to consolidate a new world order, to create a new Middle East. Cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Évidemment que c'est possible, ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. La sécurité ne peut pas prendre de décisions, elles seront prises d'une autre façon. Une réaction, je dirais, j'essaie de trouver le mot, de force. De force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, ça ne permettrait de pas aller plus loin. Nous avons détruit la Libye, il faut le dire. La France, l'Angleterre, sous l'impulsion de M. Sarkozy, peut-être de M. Bernard-Henri Lévy, ont décidé qu'il fallait aller faire le ménage. On a violé la résolution des Nations Unies. Avec tous ces éléments, la conclusion est évidente. Dans un contexte religieux, Israël, ce pays pour les Juifs, fait référence au territoire que serait promis par Dieu au peuple juif et qui, selon la tradition, s'étendent du Nil à l'Euphrate, recouvrant ainsi la Palestine historique, Israël, Cisjordanie, bande de Gaza, le Liban, la Syrie, la Jordanie, une partie de l'Irak, une partie de l'Égypte dont le Sinaï. Selon certaines interprétations, cette promesse n'inclut toutefois pas le Sinaï mais se limite à peu près à la frontière actuelle entre Israël et l'Égypte. Pour ce faire, le groupe terroriste Daesh est un instrument que des juifs sionistes utilisent pour pouvoir mettre en application leur stratégie, à long terme, dans le monde arabe.